Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Dans le pays des bolets, des bons champignons, retrouver notre ami Nino Olada. Bonjour Nino. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, très bien. Je rentre des champignons, on a fait 30 kilos. Je t'avais sollicité à l'occasion de la Semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées qui a lieu chaque année en France et du coup en Europe. Il me semble la 3e semaine de novembre. On est à quelques jours du démarrage de cette semaine. Tout à fait. Dis-moi Nino, qu'est-ce que ça évoque pour toi la Semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées? Ça m'évoque qu'ils travaillent qu'une semaine. Ils travaillent toute l'année, les handicapés. Pourquoi une semaine? Non, c'est bien de mettre un éclairage, mais je crois qu'il y a surtout beaucoup de communication à faire auprès des employeurs sur l'avantage qu'ils auraient à employer des handicapés. Déjà, il faut dédramatiser, il faut sortir ces images de personnes qui est moins faisante qu'une autre, moins rentable, c'est complètement faux. Il y a partout une possibilité d'avoir un emploi handicapé. Bon, en plus, il y a la loi sur les 6% pour les entreprises de plus de 20 employés. Donc, c'est tout bénéf. C'est des relations gagnant-gagnant. Et pour le handicapé de pouvoir travailler, gagner sa vie et avoir sa fierté. Hein. Et puis pour l'employeur, parce qu'il a une personne, bon, d'abord qui coûte un tout petit peu moins cher pour son entreprise, mais surtout qui est hyper dynamique. Parce que quand on est arrivé handicapé à chercher du travail, on a fait un sacré chemin sur soi-même. Et on veut se montrer et montrer aux autres qu'on est comme les autres. C'est surtout le message. Hein. Alors oui, parce que les internautes qui vont nous voir vont se dire mais pourquoi, qu'est-ce qui arrive à Sami Arab de nous parler de personnes handicapées? Pourquoi toi, c'est un sujet qui te concerne particulièrement, s'il te plaît? La réponse est là. Voilà, donc j'ai eu un accident il y a une trentaine d'années maintenant et j'ai perdu un bras et puis je m'occupais de personnes handicapées. Donc je suis passé de l'autre côté, je me suis occupé de moi, de ma famille, de mes enfants et puis j'ai eu des carrières sportives de haut niveau, en ski, en golf et surtout j'ai utilisé mon exemple d'arriver par la résilience à se transcender et à prouver aux autres qu'on peut faire des tas de choses, même handicapés, pour donner, avec cet exemple-là, envie à d'autres personnes handicapées de se bouger un petit peu et d'arriver à surmonter beaucoup de choses pour vivre différemment, mais vivre. Et on peut vivre des choses extraordinaires dans le monde handicapé, mais vraiment extraordinaires. Est-ce que tu es en train de me dire qu'éventuellement ton handicap, entre guillemets, t'a autorisé à faire des choses que tu n'aurais pas fait en d'autres temps? Oui, ça, on peut le dire un peu comme ça. C'est vrai que grâce à cet accident, j'ai eu 2 carrières internationales en équipe de France de ski, en équipe de France de golf. J'ai voyagé, j'ai joué au golf et puis ça m'a ouvert des portes extraordinaires. Donc, effectivement, maintenant, il a fallu de l'entraînement, il a fallu, comme je disais, c'est de la résilience, hein, arriver à aller chercher au fond de soi l'énergie pour tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et à partir de ce moment-là, on a besoin d'en faire un petit peu plus que les autres, toujours plus que les autres. C'est pour ça que pour les employeurs, c'est bien. Est-ce que ton regard sur les personnes handicapées ou sur le handicap a changé depuis que toi-même tu es considéré comme personne handicapée? Oui, parce que je le vis de l'intérieur. Et par contre, quand je témoigne comme personne handicapée, et ça, c'est beaucoup plus crédible qu'une personne valide qui vient vous expliquer à des handicapés que ceci, que cela. Tandis que moi, en tant qu'handicapé, je peux leur dire, j'en suis. Donc, je suis. Et ça parle bien.
Mm. Tu disais tout à l'heure que tu t'occupais avant ton accident de personnes handicapées. Ça consistait en quoi? J'étais éducateur spécialisé, tout bêtement, hein. Donc, il y a D'accord. le handicap social, le handicap physique, le handicap mental. Il y avait toutes les populations et j'ai fait des stages et puis j'ai travaillé avec en IMP, à l'époque on appelait ça un IMP, en CAT qui s'appelle maintenant des ESAT, etc., etc. Voilà. Tu estimes que la prise en charge, l'accompagnement et la prise en charge des personnes handicapées, tout handicap confondu, euh, est perfectible Oh, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Hmm. Oui. Autant au niveau du handicap mental, si c'est pas l'hôpital psychiatrique, c'est des ESAT où on peut trouver des personnes qui travaillent et qui gagnent une partie de leur salaire par leur travail. On a des centres de rééducation. Au niveau du handicap physique, c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas la lisibilité de toutes les personnes handicapées qui sont chez elles et qui n'osent pas sortir. Alors que les handicapés mentaux sont répertoriés dans les hôpitaux, sont répertoriés dans les centres de rééducation, dans les IMP, etc. Donc là, il y a vraiment un problème. Le handicap physique, c'est vraiment pas évident au niveau des appareillages, au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de l'accessibilité. On a tellement de travail à faire. On a une loi qui devait passer en Une 2000 loi, oui. Hmm. d'accessibilité en 2005 qui a été reportée en 2010, puis en 2015. Et puis là, c'est passé, même pour la SNCF, en 2015, il y avait un moratoire de 9 ans. Vous vous rendez compte, si vous voulez, à la gare d'Agen, prendre un train sur le quai d'en face, il faut arriver quasiment 3 quarts d'heure avant pour aller jusqu'au bout du quai à 200-400 mètres, traverser, revenir, et après, pour monter dans le train, c'est pas évident. Donc, il faut vraiment qu'on se bouge là-dessus. C'est très, très important. Ta mobilisation, c'est toute l'année, c'est pas une semaine par an. Ah non, bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il faut se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on voit un élu, on lui en parle. Dès qu'on voit un député, dès qu'on voit un sénateur, on essaie de les bouger pour leur dire il y a des choses à faire, il ne faut pas attendre, il faut bouger, bouger, bouger. Et je pense, moi-même, un exemple qui serait moindre par rapport au quotidien des personnes handicapées physiques, ce serait pour les handicapés sportifs. Le prix du matériel de sport pour des handicapés est un matériel très pointu qui doit être sur mesure, etc. Et la TVA est très très chère. S'ils pouvaient la mettre au moins à 5%, ne serait-ce que ça. Donc ça coûte très très cher et vraiment là, il y a des choses à faire aussi là-dessus. Hmm. On peut dire quelques mots du petit Nino là-bas. Qui est Nino? D'où vient-il? Où a-t-il Ah, grandi? Nino c'est Abdelhanin. Hein, c'est le diminutif. Abdelhanin Nino. Voilà, on m'a toujours appelé comme ça. Qui veut Euh, dire quoi? Ça veut dire quelque chose? Hanin serait adepte de la douceur. Hanin. Voilà, bon, quand on me connaît, c'est peut-être pas le. Mais enfin bon, hein, on me l'a mis dessus, c'est marqué dessus comme le port salut. Non, je suis né en Kabylie, à côté de Bougie, dans un petit village qui s'appelle Oued-Amizour, Hmm. donc qui s'appelle maintenant Amizour, je crois. Ils ont sorti le Hmm. Oued. Je pense qu'il doit Hmm. être à sec, l'Oued. Et en 56 et à l'âge de 3 ans, mon grand-père avait acheté une propriété dans le sud-ouest de la France et ma mère a été très touchée par le décès de son père parce que la guerre d'Algérie, hein, on lui a ramené, avec ce qu'on disait à l'époque, le sourire kabyle à la maison. Elle était très très mal, donc mon grand-père a dit à mon père, écoute, amène-la dans la maison qu'on a dans le sud-ouest, là-bas, ça lui changera les idées. Elle est partie et puis elle n'est pas revenue parce que ça a pété de partout. Et puis toute la famille progressivement est revenue dans le sud-ouest, à côté d'Agen. Et puis petit à petit, ils ont été redispatchés un petit peu dans toute la France en fonction des carrières professionnelles, en fonction des rencontres, des, des mariages avec les autochtones. Voilà, donc un C'est petit peu partout en France. La une famille. forme de colonisation à l'envers. Voilà. Qu'est-ce qui te reste de tes contacts de tes liens avec l'Algérie, la Kabylie? Mais écoute, à l'âge de 19 ans, j'ai voulu voir où j'étais né. Donc, j'ai pris une voiture et on a fait l'Espagne, le Maroc. À l'époque, on pouvait passer à Oujda. Donc, j'avais fait Oujda, Oran et j'ai été jusque là-bas. J'ai visité, j'ai vu un peu où j'étais né. Et puis ensuite, je suis revenu là. Et puis, les études, le travail fait que je ne suis jamais retourné. Mais ma mère y va tous les ans, voir ses sœurs, voir son frère. Donc, il y a toujours des liens. Et puis, on revoit des gens de la famille qui viennent de temps en temps en France. Donc, c'est une partie de moi, ça c'est sûr. Et puis, mes filles. 30 et 32 ans, savent faire la galette, commencent à faire le Pas couscous. comme moi. Voilà, Non, je donc fais le couscous. on tient énormément à la double culture parce que c'est des richesses. C'est des richesses, ce serait dommage de les en priver. Et puis on s'exprime en français aujourd'hui pour être compris du plus grand nombre.
met tark welit, mazal goulet. Mazel, avec ma mère, on parle le kabyle très très souvent. Et ma mère est trilingue, elle parle l'arabe aussi. Parce que de temps en temps, elle me fait un petit complexe. Oui, avec les copines françaises dans son club, là où elle fait de la peinture sur soie et tout, à 86 ans quand même. Hein. Elle me dit, ouais, mais je ne sais pas m'exprimer comme il faut. Je lui dis, attends, les dames avec qui tu es, elles parlent que le français et puis c'est tout. Toi, tu parles 3 langues. Comment je parle 3 langues? Oui, l'arabe, le kabyle, le français. Alors, du coup, elle est regonflée, ça lui fait du bien, ça. Les choses se passent de temps en temps. Ouais. Alors, je reviens, merci pour ce petit clin d'œil à l'Algérie et à la Kabylie. Je reviens à ce qui nous préoccupe, nous intéresse aujourd'hui. Tu racontes qu'il y a 30 ans de ça, un accident Oui, bêtement, bête. en voulant me décrocher une tringle à rideau sur un plafond à 4 mètres, l'échelle a glissé, je suis passé à travers le carreau, et puis la vitre a cisaillé le bras. Heureusement que j'avais des notions de secourisme, je m'en suis sorti. Ça, c'est un truc qu'il faudrait faire passer comme message. Hein. Le cours de secourisme devrait être obligatoire à l'école. Ça m'a sauvé la Il, vie. il est, Nino, il est, hein, il est obligatoire, simplement, il n'est pas enseigné parce que manque de temps, manque de moyens, manque de personnel. Ouais. Moi, je me suis sauvé la peau parce que je savais faire un point de compression. Sinon, je me vidais comme un poulet parce qu'une artère humérale sectionnée, c'est 3 minutes à vivre. Hein. Voilà, après j'ai appelé les pompiers qui ne sont pas venus, ils m'ont mis sur répondeur, ainsi de suite, on fait des péripéties, 2 erreurs médicales, et puis ton La vie bras te... bascule. Voilà, complètement de l'autre côté. Et puis, il a fallu se reconstruire. On avait une fille, donc la mort a frappé, on a décidé de frapper avec la vie, donc on a fait une deuxième fille. Voilà, et puis les carrières sportives, et puis l'investissement dans les associations, ici, parce que envie de rendre service, envie d'exister, de donner de donner de soi. Bon, j'avais quelques capacités à gérer les services avec des éducateurs, donc j'ai été président du conseil d'administration d'ANESAT, j'ai été élu dans ma commune, j'ai été dans les associations sportives, j'ai été dans les écoles pour faire des témoignages sur le monde handicapé, etc. Voilà, rendre service et exister, quoi. C'était une revanche sur la vie qui avait failli s'arrêter, qui aurait pu s'arrêter. Pour une revanche, à ce genre de truc, on ne gagne pas, hein, parce que quoi qu'on fasse dans la vie, on n'en sort jamais vivant. Hein. On gagne jamais au final, c'est vrai. Non, non. Donc, Mais pas de revanche, il y a des combats. De temps en temps, on en prend une, et si on peut en mettre une autre, avec le rire, avec le sourire, et dire, tiens, bah, tu vois, je pleure pas, je continue, j'avance. même pas mal. Même pas Même pas mal. mal, ouais. Comme on disait chez nous, chien. Chien. C'est bien fait. Et tu disais, la vie bascule. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pensé que, voilà, que c'était trop compliqué, que tu lâchais l'affaire? Jamais, jamais. Ça c'était un truc. Euh, Quand j'étais à l'hôpital, en centre de rééducation, on m'apprenait à m'appareiller avec une prothèse, etc. J'étais vraiment très très mal au fond du trou, hein, parce que c'était arrivé il y a 3 semaines. Donc, euh, et j'ai croisé une fille qui venait d'être amputée d'un doigt et qui disait qu'elle voulait se suicider parce qu'avec un doigt à moins, elle était plus femme, etc., etc. Ça m'a boosté. J'ai dit, si elle, avec un doigt, elle ne veut plus. Moi, du coup, ça m'a fait énormément de bien. Et puis, il y a ma fille qui avait 13 mois à l'époque de l'accident. Quand je suis rentré avec le grand pansement sur le bras, j'étais mal. Et puis, elle avait des poupées qu'elle appelait ses poupas. Et elle a attrapé mon moignon, elle a fait un bisou, elle a dit poupa à papa. Alors là, quand il arrive des choses comme ça, vous ne pouvez qu'avancer. Vous ne pouvez Mm, qu'avancer. Quand un enfant vous donne cette leçon-là, c'était que du bonheur. mm. Tu participes, tu contribues, comme tu l'évoquais, à changer le regard qu'on peut porter sur le handicap et la personne handicapée. Tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus? Oui, oui, parce que je vais souvent dans les entreprises pour les mettre en situation de handicap, pour les inciter, pour ceux qui sont handicapés, à se déclarer avec la RQTH, la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Il y a beaucoup qui ont droit et qui n'osent pas, parce qu'à l'époque, le handicapé, c'est celui qu'on foutait dehors. Je leur explique que maintenant, c'est plutôt des emplois protégés et qu'ils sont denrées rares pour certains employeurs. Donc, j'allais à l'époque dans des chantiers de construction, on arrêtait le chantier, puis je les mettais en situation de non-voyants ou de malvoyants, je les mettais avec un bras à faire un lacet ou essayer de planter un clou, et je les mettais en fauteuil roulant avec une petite marche pour qu'ils, quand ils construisent en tant que maçon des plans inclinés, qu'ils comprennent pourquoi ça sert. Et il y en a qui sont montés dans le fauteuil et qui ont cherché à passer les marches, etc. Ça leur a beaucoup apporté. Et d'autres refusaient de passer parce que ça porte malheur. Je leur Mm.
quand on croisait un milliardaire, ça marchait pas comme ça. On n'était pas milliardaire 2 heures après. Hein. Donc voilà. Donc et à partir de là, il y en a beaucoup qui avaient un doigt ou 2 doigts en moins, d'autres avec du diabète, d'autres avec des acouphènes, d'autres qui ont compris pourquoi il fallait mettre un casque, pourquoi il fallait mettre des gants. Et il y en a quelques-uns qui se sont déclarés parce qu'il y a ces relations gagnant-gagnant avec l'employeur. Il n'empêche qu'aujourd'hui, avec tout le travail que tu as fait, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont en mesure de travailler et qui n'accèdent pas à une profession, ce qui fait que ça continue à les marginaliser. Ah, mais il y a encore beaucoup d'employeurs qui voient ça comme quelque chose d'inintéressant, qui préfèrent même payer la contribution à la GFIP, préfèrent parce que à l'accueil, une personne diminuée physiquement ou intellectuellement ne peut pas. C'est pas l'image qu'on veut redonner de l'entreprise. Et pourtant, quelle image on donnerait dans une entreprise à mettre une personne handicapée même à l'accueil? Comment oui, nous on croit en tout le monde et ça peut être un bon message, mais c'est pas encore dans le réflexe des employeurs. Et puis, il a été prouvé pardon, Lino, par des chiffres précis qu'en plus, les personnes à handicap, visibles ou non visibles, ne sont pas forcément celles qui sont les plus absentes. Quand elles ont un travail, elles s'y accrochent, elles font preuve Oui, d'assiduité. il y a beaucoup moins d'absentéisme avec des personnes handicapées. Il y a un meilleur rendement, même j'aime pas trop ce terme, mais enfin bon, il y a un investissement dans le travail qui est flagrant. Hein, et même pour les autres dans l'équipe professionnelle, d'avoir une personne handicapée qui travaille et qui se donne à fond, ça les booste eux aussi en disant, moi je peux pas me plaindre. Donc j'avance. Toi, on disait, c'est le sport qui t'a permis de te transformer, de te révéler aussi. Oui, Je reviens. j'étais très sportif. Je regardais les Jeux Olympiques à la télé parce que j'en rêvais. Mais à Oui. 30 ans, bon, hein, on est plus près des pantoufles à crampons que d'être sur le terrain. Donc devant la télé, je rêvais. Et puis là, j'ai eu l'opportunité donc d'y aller. Mais ma foi, ça a marché. Je me suis beaucoup entraîné. Et ma foi, Mais 2 Olympiques. oui, tu dis ça comme si c'était très, très facile, Ah que ça s'est non, fait non, comme ça. non. Ouais. Parce que, mais au début, j'en ai bavé pour gagner une place en équipe de France de ski. Et puis ensuite, quand j'ai été trop vieux à 38 ans, après 2 Olympiades, de revenir au golf et de regagner une place en équipe de France de golf. C'est un sport complètement différent, mais avec l'âge, on se bonifie, pareil. Mm. Et en plus, tu disais que pour le dernier sport que tu as pratiqué de manière assidue, le golf, tu faisais régulièrement des compètes avec des valides? Avec les valides, oui, bah tiens, demain dans mon club, je joue avec les valides parce que il y a les compétitions handi, il y a un circuit, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une vingtaine dans l'année, mais bon, en compétition valide, c'est bien aussi de s'affronter aux autres et puis de les battre. Hein. Là, Alors, ah ouais, bah, euh, très très souvent, oui. C'est pas évident pour eux, mais c'est comme ça. Bon, j'ai cru comprendre qu'effectivement, tu lâchais rien sur le green. Hein. ah ben écoutez, on a enfin un ami, Oui. un frère commun euh, qui pourrait en parler, hein, parce que bon, je lui dis toujours, mais moi je suis avantagé parce que toi tu sais jamais où mettre la main droite sur le club. Je n'ai pas ce problème moi. Donc il faut regarder les choses différemment. J'adore ton humour. Sur la pratique d'un sport et de manière générale pour ta vie quotidienne, on voit que tu n'es pas appareillé. Est-ce qu'on t'a proposé à un moment Oui, d'avoir une prothèse? j'ai eu l'appareillage parce que les 4-5 premières années de ma vie, je ne me supportais pas sans une main même esthétique hein, qui ne bougeait pas, mais j'avais besoin de me sentir entier, ne serait-ce que pour le regard des autres, parce que autant dans les pays scandinaves, ils osent sortir avec les tubulures à la place des jambes, etc., que nous, en France, les pays latins ont besoin d'un pantalon qui couvre et de prothèses qu'on ne voit pas pour essayer de cacher. J'ai vu ça pendant 4-5 ans. Et puis après, j'ai fait mon chemin. Bon, quand je joue au théâtre de temps en temps, que le rôle ne s'y prête pas, je mets une prothèse. Bon, hier soir, on faisait une reconstitution pour le centenaire du 11 novembre 1918. J'ai fait le début du spectacle dans les tranchées en tant que poilu avec la prothèse. Et à la fin, la démobilisation, je sortais avec, comme un invalide de l'époque, avec l'épingle à nourrice qui tenait la manche. Voilà, bon, il faut savoir jouer des choses. Hein. Vaut mieux, plutôt en rire plutôt que d'avoir en pleurer. Oui. S'il y avait des choses à refaire, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que Je ne tu t'es interdit de faire? Pardon? serais pas monté sur cette échelle.
Eh oui. Oui, ben, c'est comme ça, bon, mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc, s'il y avait des Mm. choses à faire, oui, j'aurais essayé de rencontrer Sylvie un peu plus tôt, euh, mais c'est comme ça. Voilà, Mm. donc on a toujours regardé devant, hein. L'expérience, on dit l'expérience, c'est quoi que c'est Confucius qui disait que l'expérience, c'est une lanterne qu'on accroche derrière soi et qui n'éclaire que le chemin parcouru. Oh, joli. Est-ce que ton handicap, et j'aime pas parce que quand on te voit tellement sûr de toi, dynamique, est-ce qu'il y a des choses que tu t'es interdit de faire? C'est un rôle, c'est un Mm. rôle qu'on joue en permanence, hein, Mm. sûr de moi. Petite confidence, ça fait 30 ans que j'ai perdu le bras, 31 ans même. Je continue à rêver à deux bras. Donc dans la tête, c'est encore là, hein. Donc même si on a l'air en apparence très bien, tous les matins dans le miroir, c'est une baffe, hein. Ça, Ouais. comme disait Brel, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Mm. Mm. Voilà, donc bon, je m'interdis, non, mais je crois que c'est mon corps qui commence à m'interdire maintenant des choses, hein. Je fais des tas de choses pour le plaisir de les faire, mais aussi de temps en temps pour me prouver des choses. Quand j'étais amputé, la première chose que j'ai voulu faire absolument, c'est faire des lacets d'une main. En une semaine, j'ai réussi à faire des lacets d'une main. Et Mm. c'est le principe du lâcher prise après, c'est quand j'ai réussi, j'étais content et j'ai acheté des mocassins après. Voilà. L'esprit de contradiction. Non, non, j'avais fait mon truc, je me l'étais prouvé. Bon, allez, j'achète plus que des mocassins maintenant, et puis ou Mm. des chaussures à scratch, à velcro, voilà. Parce que, bon, c'est pas la peine de s'emmerder dans la vie, elle est trop courte. Elle est trop Mm. courte. Je défie quiconque, en tout cas de valide, tant qu'à faire, à avoir un aussi joli parcours que le tien. Et d'ailleurs, récemment, on parlait tout à l'heure du fait que tu participes à changer le regard sur les personnes handicapées. On t'a vu, tu as fait une petite apparition, parce que c'est un de tes domaines de compétences. Tu as fait une apparition dans dans une série télévisée sur France Télévisions, sur France 2, qui s'appelle Vestiaire. Oui, le vestiaire qui est passé. J'avais déjà fait juste la figuration l'année dernière et cette année, j'avais un petit rôle là, de silhouette Mm, dans Halloween. Ah, mm, c'est une série que j'aime beaucoup, mais là, le message était vraiment bien parce que ça traitait à travers une sorte de comédie musicale que les valides ont peur des handicapés et nous, les handicapés, on aime bien s'amuser à faire peur aux valides. Alors, on l'a joué un petit peu comme ça avec Ada Abdelli qui est un des co-auteurs de la série. C'était vraiment très très sympa. cette série qui est diffusée le samedi et le dimanche Samedi soir, il me soir semble. à Ouais. 20h40, à 20h40 là. Donc ça c'est le Halloween où j'apparais. C'est le 3, c'était le 3 novembre, juste pour Halloween quoi, hein, mais c'est sur YouTube. Mm. Et ça s'appelle On verra. Ouais. Andy Halloween, ça s'appelle. Voilà. Et c'est une série qui est neuve, puisqu'effectivement, elle participe, elle n'est composée que de personnes avec Handicap. un handicap visible ou non visible. Hein. Des stars qui viennent. Il y a même Madame Macron qui est venue jouer dans la série, donc c'était super sympa. Mm. Donc, non, ça bouscule un petit peu les choses parce que c'est pas évident à 20h40 de voir des handicapés qui jouent à se jeter des prothèses, etc. Dans le regard des gens, ça bouge et ça bouscule beaucoup de gens. Il y en a, on ne peut pas être neutre devant une émission pareille. Soit on adore, soit on rejette. Mais bon. Après tout, c'est le principe de la catharsis, hein. Il faut faire une décharge émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative. C'est le principe de tout art. On adore un tableau, on ne l'aime pas, on va voir un film pour rire, pour pleurer, pour se faire peur, pour rêver, pour avoir des élans de tendresse, de mélancolie. Tout ça, c'est de la décharge émotionnelle cathartique. C'est le principe de tout art. Bouger les gens dans un sentiment ou dans un autre. Et il en Mm. restera quelque chose. Mm. Ce sera peut-être ma dernière petite question. On parlait toujours du regard de la personne handicapée. Tu connais un peu la situation des personnes dites handicapées dans notre pays d'origine commun, l'Algérie? Pas Tu as du des... tout. Là, Mm. pas du tout, parce que dans le monde handisport, bon, en ski, l'Algérie, Walou, à part sur les dunes, dans le Sahara, en golf, pas vraiment. Donc, je ne sais pas du tout. J'ai rencontré des Marocains, j'ai rencontré des Tunisiens, des Turcs dans des compétitions, soit de golf, soit de ski, mais chez nous, je ne sais pas du tout quelle est la position du monde handicapé. Mais par contre, si tu as des infos ou si tu as besoin d'un coup de main pour aller là-bas, pour aider à structurer une fédération handisport en Algérie, moi, j'ai assez d'expérience pour donner un coup de main, hein. Eh Enfin, ben, un seul. écoute, un seul,
Il est terrible, ce Nino. Écoute, merci en tout cas. On va te libérer. On va pas applaudir à deux mains parce que ce serait malveillant. Dis-moi, Nino, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, s'il te plaît? Non, tout va très bien. Bonheur, bonheur. Quand l'accident arrive, la vie n'est pas finie, elle est différente. Et elle peut être merveilleuse. Et on rappelle que tu as été victime effectivement d'un accident domestique et que malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres et que souvent on a tendance à oublier que c'est souvent les accidents qui peuvent invalider comme ça une personne. Ce n'est pas souvent au domicile, là où on a tendance à être moins vigilant. Dans son monde, on ne fait pas attention et il y a un moment, une inattention ou une imprudence. C'est pas la voiture. On parle beaucoup de la voiture, des 3000 et quelques morts, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus dans les accidents domestiques. Avec une chaise pour monter ou un escabeau mal assuré, ou avec une tronçonneuse, ou alors des couteaux, ou alors des plaques. Les enfants avec une casserole qui boue et qui attrape et qui s'ébouillante, alors ça peut être très 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 grave. On n'y pense pas assez et on n'en parle pas assez de la prévention des accidents domestiques. On y travaille, on aura tellement d'autres choses à évoquer. Merci en tout cas pour ce premier échange qui a bien été enregistré cette fois-ci. On va te laisser aller faire t'occuper des champignons parce que j'imagine Sylvie qui trépigne en cuisine et qui se dit bon maintenant quand est-ce qu'il arrive. Mais merci beaucoup Nino. Un dernier petit coucou à ta maman qui j'espère nous regardera quand l'émission sera diffusée. Oui. Le lien. Ouais. Et on va faire un bisou en direct à nos mamans respectives, à Ada, à Abdelli, à Rachid, à qui d'autre? J'allais dire cacahuète, mais à Rachid c'est bien aussi. Ça va rester, ça. Hein. Ça restera. En tout cas, écoute, merci pour ta jovialité. C'est vraiment une belle leçon. C'est pas le mot courage qui me vient, mais c'est pas le mot que je voudrais évoquer, mais une belle leçon de vie. Même pas peur et même pas mal. Je t'embrasse. À bientôt. Moi aussi. À bientôt. Salut Nino. Et ça va.